Vous entendez certainement beaucoup de choses contradictoires sur le sucre et ses impacts réels sur votre santé. Et à force, moi aussi, de lire et écouter ces contradictions, j'ai voulu en savoir un petit peu plus que disaient les études d'aujourd'hui sur le sucre. Car entre discours de médecins, de publicités, de médias ou d'autorités de santé, il est parfois difficile un petit peu de s'y retrouver. Est-ce que le sucre est vraiment mauvais pour votre santé? Est-ce qu'il faut le bannir de votre alimentation? Est-ce qu'il existe des sucres qui sont plus sains que d'autres? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Avant de comprendre les effets du sucre sur votre santé, je vous explique comment les distinguer. Tout d'abord, comprenez bien que les sucres, autrement appelés glucides, comportent des aliments au goût sucré, mais aussi au goût non sucré. Pendant des années, il était communément admis que les sucres complexes, comme ceux contenus dans les céréales, les tubercules, les légumineuses, étaient plus lentement assimilés que les sucres simples, comme le saccharose, le fructose ou encore le glucose. Il semblait donc logique qu'un temps plus long soit nécessaire aux enzymes digestives pour casser les grosses molécules de glucides en unités élémentaires assimilables par votre intestin. La distinction entre les sucres dits lents et les sucres dits rapides était faite. Les sucres dits lents seraient donc plus longs à traiter, ils diffuseraient lentement et progressivement le glucose dans le sang et donc seraient à l'origine d'un pic modéré d'insuline favorisant le stockage sous forme de glycogène dans les muscles. Ils seraient donc plus rassasiants et plus énergétiques. C'est pourquoi on conseillait aux sportifs de manger des pâtes avant une compétition, par exemple. Ces sucres n'ont pas un goût sucré, au contraire des sucres dits rapides qui seraient assimilables immédiatement. Eux, ils augmenteraient rapidement le taux de glycémie sanguine, un avantage toutefois pour le sportif en plein effort, recherchant un complément d'énergie. Au repos, ces sucres seraient à l'origine d'un pic d'insuline favorisant le stockage sous forme de graisse. Mais dans les années 70, les chercheurs se sont aperçus que la dénomination rapide ou lent était en fait totalement erronée concernant les modes d'absorption dans l'organisme. En fait, la vitesse d'absorption des glucides ne dépend pas seulement de leur structure chimique, mais aussi de leur mode de cuisson, de leur association avec d'autres éléments et du métabolisme individuel. Par exemple, une pomme de terre cuite à l'eau sera plus vite digérée qu'une pomme crue. Un jus d'orange sera assimilé plus vite qu'une orange entière. Un pain blanc sera absorbé plus vite qu'un pain complet. Pour mieux expliquer le traitement des glucides, l'index glycémique permet de mesurer les effets des aliments sur la glycémie, soit le taux de glucose dans le sang, avec pour référence un index de 100 pour le glucose pur ingéré. Dans cette échelle de mesure, vous constaterez que les aliments au goût sucré ont un index élevé pour la plupart. Exemple, le saccharose, un index de 68. Les biscuits aux fruits, un index de 71. Mais la confiture de fraises, un index de 51. Mais remarquez aussi que de nombreux aliments non sucrés présentent des index très élevés. La baguette blanche et les pommes de terre au four affichent par exemple un index glycémique de 95 et les galettes de riz soufflé montent à 85. Pour connaître l'index glycémique des aliments les plus courants, vous pouvez télécharger gratuitement un tableau grâce au lien que je vous ai mis en description de cette vidéo. Concrètement, si vous consommez seulement des aliments à index glycémique élevé, votre corps va produire un pic d'insuline. Pour rappel, l'insuline est l'hormone sécrétée par le pancréas destinée à faire baisser le taux de glucose dans votre sang en le stockant dans votre foie et dans vos muscles. Ce pic d'insuline est rapidement suivi d'une hypoglycémie réactionnelle et d'une sensation de coup de pompe que vous avez peut-être déjà expérimenté. À court terme, cela peut vous donner l'envie de vous alimenter de nouveau pour retrouver de l'énergie alors que votre corps n'en a pas réellement besoin. D'autre part, votre foie stocke une grande partie du glucose pour le libérer au fur et à mesure des besoins du cerveau notamment. Sur le long terme, un apport prolongé de glucose en excès oblige votre foie à le stocker sous forme de graisse. Le foie devient alors gras, autrement appelé stéatose hépatique, et fonctionne beaucoup moins bien. En parallèle, une concentration trop élevée et trop fréquente d'insuline dans votre sang peut provoquer une résistance de vos cellules à l'insuline. Ainsi, le sucre reste en trop grande quantité dans votre sang, et c'est là que l'on parle de diabète de type 2. Et je ne vais pas vous énumérer les désagréments pour votre santé du diabète, car ils sont malheureusement beaucoup trop nombreux. Vous voyez donc que la distinction entre sucre rapide et sucre lent n'a pas vraiment de sens. L'index glycémique des aliments que vous consommez est beaucoup plus fiable. Mais alors, comment se repérer avec l'index glycémique pour votre santé? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans la suite de cette vidéo.
Comprenez que les aliments à index glycémique élevé, supérieur ou égal à 60, entraînent une augmentation plus importante de la glycémie que des aliments à faible index glycémique. Le pic d'insuline est plus important et le stockage est plus facilement effectué sous forme de graisse. A l'inverse, les aliments de faible index glycémique favorisent le stockage sous forme de glycogène. Vous entendrez peut-être qu'un aliment à index glycémique élevé a une action rapide comparée à un aliment de faible index glycémique qui lui diffuse progressivement le glucose. Eh bien non, la vitesse d'absorption de votre corps est la même quel que soit le type de glucide. De plus, ce n'est pas le glucide qui est classé avec l'index glycémique, mais plutôt l'aliment qui le contient. Cela permet de mieux s'y retrouver concrètement. Donc oubliez le fait que les pâtes, le riz, le pain, la purée sont des sucres dits lents qui vont vous diffuser de l'énergie plus longtemps. Comprenez bien que l'index glycémique n'est pas le seul critère à prendre en compte malgré tout. Il faut aussi regarder la quantité de glucides présents dans l'aliment que vous consommez, ce qu'on appelle la charge glycémique. Par exemple, une carotte a un index glycémique de 47, ce qui est plutôt élevé. Mais elle ne contient que 7 grammes de glucides pour 100 grammes, ce qui est très faible. Donc la charge glycémique d'une carotte est de 3, ce qui est plutôt négligeable. A l'inverse, un soda a un index glycémique de 65, mais il contient 10 grammes de glucides pour 100 ml, ce qui est très élevé. Donc la charge glycémique d'un soda est de 7, ce qui est beaucoup plus important. Vous voyez donc que l'index glycémique ne suffit pas à lui seul à évaluer l'impact d'un aliment sur votre glycémie. Il faut aussi regarder la quantité de glucides qu'il contient et la portion que vous consommez. Pour calculer la charge glycémique d'un aliment, il suffit de multiplier son index glycémique par la quantité de glucides et de diviser par 100. Par exemple, si vous mangez 50 g de pain blanc qui a un index glycémique de 60 et qui contient 25 g de glucides, la charge glycémique sera de 70 multiplié par 25 divisé par 100 égale 17,5. N'oubliez pas que l'index glycémique d'un aliment peut varier en fonction de plusieurs facteurs. Par exemple, le mode de cuisson. Plus un aliment est cuit, plus son index glycémique augmente. C'est parce que la cuisson dégrade les fibres et les amidons qui ralentissent la digestion des glucides. Donc préférez les aliments peu ou pas cuits comme les légumes crus ou croquants, les pâtes al dente ou le riz basmati. Il y a aussi l'association avec d'autres aliments. Plus un aliment est accompagné de fibres, de protéines ou de lipides, plus son index glycémique diminue. C'est parce que ces nutriments ralentissent aussi la digestion des glucides et limitent le fameux pic de glycémie. Donc évitez de manger des glucides seuls, mais associez-les par exemple à des légumes verts, des légumineuses, des viandes maigres ou encore des huiles végétales. Il y a bien sûr aussi le métabolisme individuel. Chaque personne réagit différemment aux glucides en fonction de son poids, de son activité physique, de son âge ou encore de sa sensibilité à l'insuline. Donc il n'existe pas d'index glycémique universel, mais plutôt un index glycémique personnel. Pour le connaître, vous pouvez utiliser un lecteur de glycémie et mesurer votre taux de sucre dans le sang avant et après avoir mangé un aliment en particulier. Et si vous voulez vous y retrouver un petit peu plus dans votre alimentation au quotidien, je vous mets un tableau à télécharger gratuitement en description de cette vidéo. Il contient à peu près tous les aliments courants du quotidien et leur index glycémique. Vous voyez donc bien que l'index glycémique n'est pas une science exacte, mais plutôt un outil indicatif pour vous aider à choisir les bons glucides pour votre santé. Mais alors, quels sont les effets du sucre sur votre organisme ? Si l'OMS incite à limiter le sucre, ce n'est pas uniquement pour lutter contre l'obésité. C'est aussi parce que le sucre favorise la graisse dans le cerveau et le foie, un petit peu comme l'alcool. Parce qu'il est composé à moitié de fructose et de glucose. Le fructose est un sucre qui ne peut être métabolisé que par le foie. Quand vous en consommez trop, il sature votre foie et se transforme en graisse. C'est ce qu'on appelle la maladie du foie gras non alcoolique. Alors, pour les aliments les plus fréquents tels que pommes de terre, pain blanc, viennoiserie, cornflakes, pizza, galettes de riz soufflé, aliments ultra transformés, soda, si vous les consommez trop fréquemment, cela peut tout simplement surcharger votre foie de graisse. C'est malheureusement la conclusion de nombreuses études, d'observations et d'études expérimentales. Cette maladie touche de plus en plus de personnes, notamment les enfants, à cause de la consommation excessive d'aliments riches en fructose, comme les sodas, les jus de fruits, les confiseries ou les aliments ultra transformés. Ces aliments ont non seulement un index glycémique élevé, mais aussi une charge glycémique importante, c'est-à-dire qu'ils contiennent beaucoup plus de glucides par portion. Une étude américaine a montré que chez des enfants souffrant de la maladie du foie gras, il suffisait de réduire la consommation de sucre libre pendant 8 semaines pour faire baisser leur niveau de graisse du foie de 31%. Ils ont aussi perdu du poids et amélioré leur fonction hépatique, alors que les enfants qui ont continué à boire des sodas et des jus de fruits n'ont pas vu leur état s'améliorer.
Si vous consommez en quantité non négligeable des aliments à fort pouvoir hyperglycémiant, votre glycémie sanguine augmente brutalement. Votre organisme, en réaction, produit alors une forte poussée d'insuline, mais la quantité d'insuline sécrétée a tendance à dépasser la quantité suffisante pour ramener votre glycémie à son niveau normal. C'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. Ce phénomène explique notamment votre assoupissement après un repas chargé en glucides. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est déconseillé aux sportifs de consommer un aliment à un index glycémique élevé juste avant de pratiquer son sport. Une étude a cherché à savoir si une alimentation à index glycémique élevé était associée à une augmentation du nombre de cas de dépression chez des femmes ménopausées. L'étude a donc suivi des femmes âgées de 50 à 79 ans pendant 3 ans. Les résultats montrent que plus les participantes avaient un régime alimentaire à index glycémique élevé, plus elles présentent un risque de développer des symptômes dépressifs 3 ans plus tard. L'étude fait ainsi ressortir que celles qui ont le régime alimentaire avec l'index glycémique le plus élevé ont 22% de risque de plus de faire une dépression par rapport à celles qui adoptent une alimentation avec l'index glycémique le plus bas. D'ailleurs, les chercheurs ont également remarqué que les aliments riches en fibres sont associés à un risque plus faible de dépression. En effet, les fibres, en ralentissant le métabolisme des glucides, ont un effet bénéfique sur l'index glycémique en le diminuant. Alors, pourquoi une alimentation à index glycémique élevé augmente le risque de dépression? Aujourd'hui, plusieurs hypothèses sont évoquées par les scientifiques. Un index glycémique élevé est un facteur de risque de l'inflammation, elle-même impliquée dans la pathogénèse de la dépression. Cela pourrait également favoriser une résistance à l'insuline qui a été associée à des déficits neurocognitifs très similaires à ceux présents chez les personnes qui souffrent de dépression majeure. Enfin, ce type d'alimentation produit des pics importants et puis des baisses de glycémie qui contribueraient aux symptômes dépressif, notamment en faisant varier le taux de glucose au niveau du cerveau. Le sucre est-il addictif? Il existe un débat sur cette question. Il est possible que la surconsommation d'aliments au goût sucré engendre une forme de dépendance. Ce point de vue, qui repose surtout sur des études chez l'animal, est défendu par des chercheurs américains. Mais cela est contesté par des chercheurs britanniques pour qui le caractère addictif des aliments sucrés n'est pas vraiment établi. Au-delà des produits sucrés, une récente étude a conclu que la stimulation des centres nerveux de l'addiction serait plutôt le fait de l'index glycémique élevé et non pas du goût sucré. D'où une addiction potentielle aux aliments à index glycémique élevé au même titre que le sucre. Vous voyez donc que le sucre peut avoir un effet addictif sur votre cerveau, mais que ce n'est pas le seul facteur en jeu. Il faut aussi prendre en compte la composition des aliments que vous consommez et leur index glycémique. Vous le savez qu'il faut limiter votre consommation de sucre en sachant que celui-ci est quasiment présent partout dans vos produits alimentaires d'aujourd'hui. Mais alors, où se cache le sucre inutile dans votre alimentation courante? Perfect. La première chose à faire, c'est de limiter la consommation d'aliments ultra transformés. Ces aliments sont les principaux responsables de l'excès de sucre dans notre alimentation d'aujourd'hui. Ils sont souvent très appétissants, mais ils n'apportent pas de nutriments essentiels à votre santé. Au contraire, ils vous exposent à des risques pour votre santé. Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec le sucre? Mais avant d'y venir, voyons ce qu'est un aliment ultra transformé. Voici les 4 catégories de transformation des aliments selon la nomenclature NOVA, utilisée aujourd'hui par la recherche et les instances de santé. Dans le groupe 1, vous retrouvez les aliments bruts ou peu transformés, c'est-à-dire les fruits et les légumes frais, secs ou surgelés, les céréales, les légumes secs, les œufs, la viande, le poisson et le lait. Ces aliments ne comportent aucune substance ajoutée. Dans le groupe 2, ce sont les ingrédients culinaires issus de matières brutes par pressage, meulage, raffinage ou broyage. Ils comprennent le sucre, le sel, les amidons, le beurre, les huiles végétales et autres substances extraites des aliments naturels et utilisés en cuisine. Dans le groupe 3, vous retrouverez les aliments transformés à partir des groupes 1 et 2. Ce sont des aliments avec un ajout de sel ou sucre ou autres substances culinaires comme les conserves, les aliments fumés, le pain, le fromage. Le but est souvent d'augmenter la durée de vie des aliments du groupe 1. Et dans le groupe 4, voici les aliments ultra transformés. Ce sont des produits avec des formulations industrielles qui comportent plus de 4 ou 5 ingrédients. Ces aliments peuvent comporter des additifs alimentaires, des protéines hydrolysées, des amidons modifiés et des huiles hydrogénées. Un aliment ultra transformé est un produit souvent peu coûteux et facile à consommer. Ces produits sont généralement énergétiquement denses, riches en sucre ajouté, en sel et en matière grasse. Et c'est là que le sucre caché intervient. Une étude aux États-Unis montre que 9 fois sur 10, les sucres ajoutés sont apportés par des aliments ultra transformés. Les sucres représentent 21% des calories des aliments ultra transformés du groupe 4, contre 2 à 4% de celles des aliments du groupe
groupe 2 et 3. Selon une autre étude de 2018, plus vous consommez des aliments ultra transformés et plus vous avalez des glucides, souvent malheureusement de mauvaise qualité, des graisses saturées, et moins vous consommez des protéines, des fibres, du potassium, pourtant nécessaires à votre bonne santé. Malheureusement, selon cette étude, les aliments ultra transformés constituent plus de la moitié des apports quotidiens. Sachez également qu'une autre étude a mis en avant le lien entre augmentation de la graisse corporelle de l'enfant et la consommation d'aliments ultra transformés. Et pour terminer dans cette myriade d'études, cette étude réalisée sur plus de 100 000 adultes français met en évidence des associations entre la consommation d'aliments ultra transformés et un risque plus élevé de cancer, de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, de surpoids et d'obésité, de symptômes dépressifs et de présence de troubles fonctionnels digestifs. Alors vous pourriez me dire... autant utiliser des substituts de sucre pour diminuer le plus possible le sucre ajouté. Vraiment ? Les substituts de sucre comme les édulcorants, les sucrètes, les boissons light, etc. vous font probablement penser que vous allez moins consommer de sucre. Prenons l'exemple du sucralose, un édulcorant de synthèse largement utilisé en raison de son pouvoir sucrant très élevé. Autorisé comme additif alimentaire par les autorités sanitaires européennes en 2004 sous le sigle E955, il est commercialisé notamment sous des marques très connues de substituts de sucre. L'avantage par rapport à d'autres édulcorants, c'est qu'il n'a pas d'arrière-goût amer. Plus généralement, on le trouve dans une grande variété de produits ultra transformés. Desserts, boissons, céréales de petit déjeuner, produits de boulangerie, etc. Faites donc bien attention aux composants des produits que vous achetez. C'est vraiment super important. Actuellement, il n'existe pas de recommandations ou de restrictions sur son utilisation. Pourtant, le sucralose pourrait avoir des effets négatifs sur la santé selon de récentes études. Ainsi, consommé régulièrement, il provoquerait des productions anormalement élevées d'insuline, ce qui à terme favorise les risques de surpoids, d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires et du foie. Dans une autre étude, les participants ont pris chaque jour pendant 14 jours soit des sachets de sucralose correspondant à 15% de la dose journalière admissible, soit des sachets d'une substance placebo sans sucralose. Les participants avaient un indice de masse corporelle normal et n'étaient pas des consommateurs réguliers d'édulcorants. Et les résultats montrent que les participants qui ont pris du sucralose ont une diminution significative de la sensibilité à l'insuline par rapport au début de l'étude. Diminution de 17,7% contre 2,8% dans le groupe de contrôle. Mais comment expliquer ces résultats? En réalité, la consommation de sucralose provoque une dysbiose intestinale, c'est-à-dire un déséquilibre du microbiote intestinal conduisant à son tour à des troubles métaboliques. De plus, les édulcorants artificiels n'activent pas les circuits de récompense de la même façon que le sucre classique. Il en résulte une compensation au repas suivant, pouvant conduire à stocker des calories sous forme de graisse, puis à la résistance à l'insuline. Et les effets biologiques du sucralose, malheureusement, ne s'arrêtent pas là. Voici les principales actions recensées par un ensemble d'études scientifiques. Il contribue à la réduction de la biodisponibilité de certains médicaments. Il perturbe l'équilibre de la flore intestinale, ce qui pourrait donc affaiblir ou dérégler la réponse immunitaire de votre organisme. Il peut avoir des effets mutagènes à des concentrations élevées et donc induire un risque cancérigène important. Et ce qui ne rassure pas, c'est que la plupart de ces effets biologiques analysés ont lieu à des quantités approuvées par les autorités sanitaires. Et des études sur les enfants ont démontré que le sucralose avait un effet encore plus important sur eux, en comparaison avec des adultes. En effet, les enfants étudiés avaient des concentrations de sucralose dans le plasma 2 fois plus élevées après ingestion d'un soda light. Notez bien que ce n'est pas anodin, car l'exposition précoce aux édulcorants artificiels peut influencer le goût, l'alimentation et le métabolisme d'un enfant. Et comme les enfants recherchent généralement plus le sucré que les adultes, ils sont particulièrement vulnérables aux effets du sucralose. Notez d'ailleurs que la même équipe de recherche a démontré que ces édulcorants artificiels se retrouvent dans le lait maternel si la maman consomme des boissons ou aliments dits light. Étant donné que les enfants de moins de 2 ans ont moins de capacité à éliminer les édulcorants, les auteurs s'inquiètent de leur présence dans le sang des nourrissons.
Parlons de la pomme de terre qui est l'un des aliments que nous consommons le plus. Elle est très riche en glucides, 15 à 40 grammes pour 100 grammes selon le mode de préparation. Lorsque vous mangez des pommes de terre, vous absorbez donc du glucose et votre glycémie augmente. D'ailleurs, une étude de 2015 a conclu que les personnes qui mangeaient le plus de pommes de terre cuites sous plusieurs formes avaient un risque de diabète de type 2 significativement plus élevé. Entre 2 à 4 portions par semaine, le risque serait augmenté de 7%. Et plus de 7 fois par semaine, cela serait de 33% par rapport à ceux qui en mangent moins d'une fois par semaine. Un regroupement de 19 études de 2021 établit également un lien entre la consommation de pommes de terre et le risque de diabète de type 2. Concrètement, pour chaque augmentation de 80 grammes de pommes de terre par jour, il y a une augmentation du risque de diabète de type 2 de 10% pour la consommation totale de pommes de terre, de 2% pour la consommation de pommes de terre non frites, de 34% pour la consommation de pommes de terre frites. Dans une autre étude qui a suivi 120 000 personnes sur 20 ans, les participants qui ont augmenté leur consommation de pommes de terre ont pris du poids entre 600 grammes et 1,5 kg tous les 4 ans. Ceux qui ont diminué leur consommation ont pris moins de poids, tout comme ceux qui ont mangé plus de légumes. Et pour rappel, la pomme de terre n'est pas un légume. Et pourtant, encore aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé considère que les glucides devraient représenter 50 à 55% des apports journaliers et encourage la consommation de féculents comme la pomme de terre. Pourtant, la plupart des féculents, comme les produits céréaliers ou encore les pommes de terre cuisinées, ont un index glycémique proche de celui des sucres dits simples. Ils ont donc les mêmes inconvénients pour votre santé. Donc si les autorités sanitaires conseillent à juste titre de manger moins de produits sucrés, il serait plutôt logique qu'elle recommande aussi d'éviter non pas les féculents, mais les excès de féculents, en particulier les produits céréaliers et les pommes de terre, qui ont un index glycémique élevé. D'ailleurs, si vous pensez que les féculents sont une bonne manière pour vous d'éviter la prise de poids, parce qu'ils vous permettent de tenir entre les repas et de limiter le grignotage, sachez que les régimes alimentaires pauvres en féculents, en comparaison avec les régimes alimentaires pauvres en graisse, sont plus efficaces à 6 mois pour perdre du poids, et au moins aussi efficaces à 12 mois, comme le montre une analyse de 13 études. Avec tout ce que je viens de vous exposer, vous comprenez l'enjeu et l'importance pour votre santé de manger moins sucré et surtout où est caché le sucre dans votre alimentation courante. Voyons ensemble maintenant comment procéder concrètement pour manger moins sucré. En France, nous consommons en moyenne au moins 50 grammes de sucre ajouté par jour. Pourtant, l'OMS recommande de limiter à 25 grammes par jour, soit environ 6 cuillères à café. En effet, l'OMS a suffisamment de données fiables pour affirmer qu'avec cette consommation, vous réduisez le risque de surpoids, d'obésité et de carie dentaire. Quand je vous parle de sucre ajouté, je parle bien des monosaccharides, glucose et fructose, et les disaccharides, saccharose ou sucre de table, ajoutés aux aliments et aux boissons par vous-même ou par le fabricant, ainsi que les sucres naturellement présents dans le miel, les sirops et les jus de fruits. Retenez bien que cela ne concerne ni les sucres présents dans les fruits et les légumes frais, ni ceux d'ailleurs naturellement présents dans le lait, car il n'existe aujourd'hui pas de données montrant qu'ils ont des effets nocifs. Malheureusement, la plupart des sucres consommés aujourd'hui sont cachés dans les aliments transformés que vous achetez. Par exemple, une cuillère à soupe de ketchup contient environ 4 grammes, soit environ une cuillère à café de sucre libre. Et une canette de soda en contient jusqu'à 40 grammes, soit 10 cuillères à café. Et vous comprenez bien que c'est pas une affaire de goût sucré, car vous retrouverez du sucre dans certains produits transformés, comme les soupes, le pain, les cornichons, les biscuits apéritifs, la sauce tomate, les charcuteries, le vinaigre balsamique, certains plats préparés, etc. C'est fini, oui? Et que dire des aliments étiquetés sans sucre? Tous ces produits que je montre ici sont annoncés sans sucre, et pourtant ils en contiennent. Ainsi, une très grande partie de notre consommation actuelle provient des produits transformés, le plus souvent sous forme de glucose, fructose ou sirop de glucose-fructose. Faites donc particulièrement attention à réduire votre consommation de produits transformés et ultra transformés. Concrètement, si vous voulez diminuer votre consommation de sucre, commencez par supprimer le sucre de votre café ou de votre thé. C'est déjà un très bon début. Pensez ensuite à privilégier les fruits frais plutôt que les jus de fruits. Favorisez les ingrédients sucrés en goût, mais peu transformés, comme les fruits et les légumes, le fromage blanc, les flocons d'avoine, les amandes, la vanille, la fleur d'oranger. Focalisez-vous également sur les aliments glycédiques à index glycémique bas, comme les produits céréaliers non raffinés et non transformés. Je veux dire par là
soda, les céréales semi-complètes ou complètes. Et aussi les légumineuses, lentilles, fèves, haricots secs, pois chiches, pois cassés, soja. Limitez au maximum les grignotages entre les repas et n'oubliez pas que parfois une sensation de faim entre deux repas peut être apaisée en buvant tout simplement un verre d'eau. Et surtout, fuyez les boissons sucrées type soda ou sirop. Limitez également sucreries, biscuits, confitures, barres chocolatées ou de céréales non protéinées, pâtes à tartiner sucrées, viennoiseries, pâtisseries, produits céréaliers raffinés ou transformés comme le pain blanc, le riz blanc, les pâtes alimentaires et toute préparation réalisée à base de farine blanche. Également les pommes de terre, les céréales du petit déjeuner, les biscottes ou les équivalents. Et là où vous devrez être vigilant, c'est vraiment sur les produits ultra transformés. Je vous le dis depuis le début de cette vidéo, mais c'est très important. Et pour cela, lisez bien les étiquettes en repérant les différents types de sucre. Sachez qu'il existe des applications smartphone qui vous permettent de scanner et de savoir ce que contient le produit que vous voulez acheter. Ça vous donne déjà un petit ordre d'idée. Ainsi, en évitant les produits ultra transformés et en favorisant les aliments bruts, votre consommation de sucre sera significativement et forcément diminuée. Dans une étude sur le sommeil, plus d'un tiers des femmes étudiées avaient des troubles du sommeil, comme par exemple l'insomnie. Et plus la qualité du sommeil était mauvaise, plus les femmes étudiées consommaient des sucres ajoutés et de la caféine. Globalement, celles qui dormaient mal ou pas assez consommaient en moyenne 500 à 800 calories de plus que les autres. Elles dépassaient largement les recommandations en matière d'apport en graisse totale et saturée, ainsi qu'en sucre ajouté et en caféine. Et elles ne respectaient pas les recommandations en matière de céréales complète et de fibres. En résumé, le sommeil altéré semblerait déséquilibrer votre alimentation. Et ceci semblerait être lié aux hormones qui régulent notamment votre faim. Les femmes étudiées consommaient plus pour se sentir rassasiées. Et logiquement, elles se tournaient vers les aliments à plus haute densité calorique, comme ceux contenant notamment des sucres ajoutés. De plus, la privation de sommeil semble réduire la disponibilité du glucose au niveau de votre cerveau. Ce qui expliquerait aussi pourquoi vous avez envie d'aliments riches en glucides quand vous manquez de sommeil. C'est dire si votre sommeil est important. Votre corps pousse à réapprovisionner votre cerveau en glucose et ce le plus vite possible quand vous manquez de sommeil. Et si vous voulez mieux vous repérer sur l'index glycémique des aliments comme je vous l'ai évoqué tout au long de cette vidéo, vous pouvez bien évidemment télécharger le guide en cliquant sur le lien en description.